RacingStock.com est un site spécialisé dans les annonces classées du sport motorisé. C'est la meilleure façon d'annoncer vos articles à vendre et de faire connaître vos événements ou votre entreprise sur le web auprès d'une clientèle ciblée. Vous pouvez aussi nous transmettre vos meilleures vidéos de courses sur YouTube. Il n'y a aucun frais de publication d'annonces pour les particuliers ni de commission à verser. RacingStock.com, les annonces classées du sport motorisé. Gentlemen, start your engine! Cette semaine, à Chrono 360, on parle avec nos panélistes invités de la cédule au nord-est du Canada, les gros blocs et leur avenir, la nouvelle série Chaos, notre invité, Steve Poirier, Chrono 360, et c'est parti. Bienvenue à cette nouvelle web émission de Chrono 360. Cette semaine, on reçoit nos trois panélistes invités, ceux qui sont les spécialistes de Dirt. Martin Bélanger, bienvenue encore une fois. Steve Briand, le fouineur, bienvenue parmi nous. Merci. Bert, fidèle au rendez-vous. Fidèle au poste. On a encore un bon programme cette semaine. On prend en beat, on réussit à trouver un certain rythme de croisière. Cette semaine, on se lance encore dans des sujets qui sont hyper intéressants. De ton côté, Martin Bélanger, tu as regardé ce qui se passe. Toutes les cédules sont maintenant disponibles sur les différents sites web au nord-est du Canada. Parle-moi un peu de ça. Oui, j'ai analysé un petit peu ce qui s'en vient. Là, les cédules, là, on vient justement de sortir. Là, Granby a été la dernière piste à sortir les cédules. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus long. J'ai des statistiques intéressantes, surtout du côté du Québec. Les pilotes vont être très occupés. Puis au côté ontarien, Cornwall a une cédule assez unique pour 2013. C'était brillant de ton côté? Moi, je vais parler des gros blocs. Les gros blocs un peu de leur avenir, de ce qui se passe un peu comme tel, puis tout ça. Puis surtout qu'avec des performances comme qu'on a eu avec Steve, pas Steve, mais Mario Auclair. Mario Auclair. Ça roule les yeux, puis les séries vont venir au Québec, donc on va effleurer ça un petit peu. C'est un sujet très chaud et très intéressant de saison en saison. C'est probablement le sujet qui revient le plus souvent. Ton côté, Bert? Je parle de la nouvelle série Chaos. Nouvelle série qu'on a entendu énormément parler au courant de l'hiver. Oui. On voit que c'est en train de se mettre en place. Ils ont sorti un calendrier il y a quelques semaines. Donc, on va décortiquer ça un petit peu. On parle de ça dans quelques instants. D'abord, Martin, comme on le mentionnait il y a quelques instants, toutes les cédules sont maintenant disponibles. Un peu tout le monde annonce ses couleurs. Qu'est-ce qui est pour toi les faits saillants? Qu'est-ce qui va se passer là, sur ce qu'on est habitué de parcourir du côté de 360 Nitro? Vous faites différentes tracks du côté ontarien. Nous, on regarde plus du Québec. Parle-moi un peu de ça. Je dirais du côté ontarien, Cornwall, puis même côté québécois, Cornwall sort du lot pour une raison. C'est la seule piste au Canada qui a les deux séries World of Outlaws, les late models puis les sprint cars. Puis également, une des seules pistes aussi à avoir les 4 séries Dirt Car. Juste là, c'est la seule piste, comme je mentionnais, au Canada. Donc ça sort, Cornwall sort du lot à cause de ça. Aussi, à cause des prix d'entrée à Cornwall, si on compare les autres pistes, côté qualité-prix, c'est la piste. Habituellement, les spectacles coûtent environ 10-12 $ pour un programme régulier. Cornwall sort vraiment du lot à cause de ça. Qu'est-ce que vous pensez que Ron Morin arrive à faire? Pourquoi le reste des pistes alentour de lui, si on pense au Québec, on n'arrive pas à proposer ce genre de cédule-là? On va parler des cédules des autres pistes un peu plus tard, mais c'est quoi votre opinion là-dessus? Moi, je pense que Ron Morin, il l'a bâti, ça. Il l'a bâti avec le temps. Je pense que c'est pas un nouveau propriétaire ou un nouveau promoteur qui vient de s'établir. Je pense qu'il a fait ses preuves. Puis le fait qu'à Cornwall, la façon qu'il est situé géographiquement aussi, fait en sorte que les dimanches soirs, on va aux courses. C'est plutôt plus familial.
De ton côté, Puis le dimanche aussi, il n'y a pas vraiment de compétition. Il est tout seul qui présente des courses le dimanche. Contrairement, on va parler un peu samedi de Drummondville, c'est tout seul sur la terre battue, mais au Québec, il y a plusieurs pistes dans le coin sur asphalte, puis c'est le samedi. Les spectacles, c'est le samedi. Les cultures, les festivals d'été, les grosses soirées, c'est le samedi soir. Donc, il y a beaucoup de compétition. tu connais bien Ron, tu le côtoies régulièrement. Le fait que son setup, vous me prêterez l'expression, est attaché tout ensemble, sa vie est installée là, ça semble vouloir faire une différence sur quelle rentabilité va sortir de son circuit au bout de l'année finalement. Ben c'est sûr, parce que lui, il base évidemment sa cédule. C'est un promoteur, c'est une business pour lui comme toutes les pistes. Les promoteurs, lui, c'est sûr qu'il veut faire de l'argent. Mais lui, ce qui fait sa clé aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui sont là, ça fait des années. Il y a un bassin, il y a une réputation à travers, je dirais, le Canada, même les États-Unis. Donc, il vit beaucoup sur sa réputation de piste de qualité. Il y a toujours un spectacle. Le spectacle est toujours stable à Cornwall. Que tu y ailles pour un programme régulier ou un spécial, tu vas toujours avoir de l'action dans une des catégories. Pour Ron, il mise beaucoup là-dessus, puis il mise beaucoup sur l'expérience de tout son staff. C'est le seul qui prend le risque de présenter 2 événements World of Outlaw. Oui. Tout le monde l'a essayé un peu à un moment donné. On sent que du côté des pistes québécoises, ça semble pas s'attacher. On semble pas être capable de faire nos frais avec ça. Lui, il arrive. Mais la configuration, comme Martin disait aussi, ça fait un gros jeu. Si on prend Granby l'année passée, les late modèles, les World of Outlaw, quand ils sont allés, ils sont pas assez nombreux qui descendent versus la grandeur de la piste. Tu vois, les oui, je peux comprendre pour la qualité du spectacle, Ouais. Bert, mais ça n'empêche en rien que lui arrive à faire 2 shows de cette envergure-là. Puis chez nous, on peut pas dire que les promoteurs qui sont là, c'est des gens qui sont gênés, qui vont se garder... ils veulent qu'il y ait un spectacle. Faut pas l'oublier qu'est-ce qui se passe à Cornwall au Québec, on l'a essayé. Faut pas oublier non plus. Drummondville l'a essayé. Puis Drummondville a été toujours un peu la piste baromètre dans l'Est. Mais c'est là Il que était le premier à amener les sprint cars aussi, les World of Outlaw, les sprint cars. C'était le premier à l'essayer. Puis si... Est-ce que les marges bénéficiaires de Ron Morin ont besoin d'être moins importantes? C'est plutôt ça que je me posais. Je pense que oui. Je pense que Ron a d'autres événements dans son année qui peut aller chercher. Je vais penser à son Enduro à la fin de l'année, qui est un événement extrêmement payant. On se le cachera pas. Quelqu'un qui s'assoit et fait un petit peu de mathématiques va voir que son événement de fin de saison lui permet de, probablement, s'il y a des pertes peut-être avec justement ces événements-là, qu'il va être capable d'aller rembourser, mettons, des dettes ou quoi que ce soit. Là, mais est-ce que je suis le seul à avoir entendu les rumeurs, Steve, tu peux peut-être le confirmer, que Ron était en processus de se retirer ou de vouloir vendre? Oui, je pense que c'est pas un secret? Ben, je pense que tout le monde est à vendre. Je pense en partant, je pense que tout propriétaire, je pense, se le dit. Je pense que si l'argent est là, si les conditions sont réunies, il va vendre. Mais je voudrais revenir à ce qu'il disait Martin. Je trouve ça intéressant. Parce que Ron Morin, il ne faut pas oublier que c'était un de ceux qui s'est occupé, qui a fait en sorte qu'il y ait des séries Québec, Ontario. On a juste à penser dans le temps de modifier la série modifiée comme telle. Puis ça, il s'est engagé à plein temps là-dedans. Malheureusement, la série a tombé. Mais par contre, il a parti, c'est la fameuse série là, de Canadienne nationale. Je suis convaincu que demain matin, la série Dirt tombe, ben, on va bâtir autour de sa série. Toutes les grosses vedettes, en tout cas, Martin, tu peux en témoigner. Je pense que les grosses vedettes viennent. On a eu des Brett Hearn venir lors Danny Johnson. Danny Johnson. Puis, ouais. J'ai comme l'impression, moi, que demain matin, la série Dirt 358 tomberait, ben, ce serait la série à Ron Morin qui prendrait. Puis toutes les séries, les autres séries, on en a parlé dans d'autres émissions, la série Seaway et la série Mohawk, ça part toutes de Cornwall. Ouais. C'est toujours Ron qui s'est chargé de trouver des commanditaires pour partir de cette série-là, autant que la série canadienne, que moi j'ai travaillé beaucoup sur cette série-là avec l'équipe de Cornwall, mais tout partait de Cornwall pour les séries locales. Chapeau à Ron Morin. Il y a par contre quelque chose qui s'est passé. Là, on était en Ontario quand on se déplace. Parce que dans l'Ontario, on faut monter plus haut. Nous, ça nous concerne un petit peu moins pour avoir d'autres pistes. Qu'est-ce qu'on a comme piste qui est toujours Brockville, les samedis soirs, regarde, des shows là, à tous les soirs là, avec les modifiés. On a des têtes d'affiches qui sont là. Juste à penser, les frères O'Brien, Lee Gill et compagnie comme tel, puis ça, que Stéphane Lafrance. As-tu eu la chance de regarder un peu cette année, ce que Paul Kirkland ajoute,
qui n'était pas dans les dernières années que je déplorais, c'est que Paul avait toujours une cédule avec seulement des programmes réguliers, puis après ça, il se concentrait sur son Falls National à la fin de la saison. Cette année, il a décidé de rajouter des séries à l'interne. Il va y avoir une série de modifiés avec 3 finales de 50 tours, que ça fait 2-3 ans qu'il n'y avait pas. Il a rajouté des finales de 40 tours en Sportman, une série Ça a pris un série certain temps locale. avant de s'adapter parce qu'un peu C'est tout le ça. monde est déjà Ouais, quelques C'est pas ça. en avant là-dessus. Lui, là. c'est ça. Lui a seulement embarqué dans la parade un peu des autres pistes, mais je trouve ça bien pour les pilotes-là parce qu'il y a un excellent support, comme Steve dit. Dans les modifiés, il y a toujours 20, 22, 24 modifiés. Les Sportmen, c'est une des pistes très en santé, en 26, 28, presque à tous les samedis soirs. Donc pour lui, là, en ajoutant ces séries-là, il va garder ses pilotes. Puis les sportsmen, les samedis soirs, on va même les scinder en deux, faire 2 groupes. Oui, on en a parlé dans une autre émission, Ouais. puis il faut saluer ça aussi. Ouais, À part ça, qu'est-ce qu'on a à surveiller? Qu'est-ce qui est les calendriers les plus intéressants qui vont nous être présentés au cours de l'été? Côté ontarien, ça va être pas mal ces deux pistes-là. Côté québécois, ce que j'ai remarqué, j'ai sorti des statistiques intéressantes. Au Québec, on va faire énormément de tours en modifié cette année. Juste à Granby, on va faire en tout, là, si pas de Dame Nature ne vient pas jouer dans nos plans, on va faire près de 1100 tours en modifié. C'est énorme. Si on compare le Québec et l'Ontario, j'ai comparé les 3 pistes, j'ai ajouté Mohawk pour l'Ouest. 2785 tours au Québec, 1885 en Ontario. Intéressant. 900 Intéressant de tours voir. de différence entre les deux. Est-ce que les pistes. Ben, là, c'est clair, là, on a une entente, c'est fait, c'est signé. On a 3 pistes qui vont être associées une à l'autre. Ça renforce le bassin central, en tout cas pour le dirt au Québec. Comment on peut penser que Granby a été si long avant de sortir sa cédule? Ils ont été les derniers, ça fait pas très longtemps que la cédule est tombée disponible. Ça, Moi, je pense. Côté commandite. D'après moi, Ouais. c'est Ouais. commandite de Ouais. soirée. Ouais. Parce que les cédules, si on regarde ça année après année, l'amateur a tout le temps hâte que les cédules sortent, mais c'est du pareil au même à chaque année. Et si on prend les World of Outlaws à Drummond-Cornwall, c'est tout le temps dernière de juillet. C'est pas mal tout le temps pareil. C'est Les ça, Race Mania, les autant- grosses séries. Ouais, Fait Les qu'on grosses séries expliquerait font ça la par même une question chose. de commanditaire, Ouais. attacher les derniers officiels Ouais. avant de laisser partir le calendrier. Je te dirais, dans le passé, il y avait aussi. Je te montre pas mon jeu. Correct? Il y avait ça aussi. Ah, mais là, maintenant, c'est ça, c'est pour ça, c'est plus le cas. Là. Mais là, maintenant, c'est les plus. Non, parce qu'on danse, tout le monde danse ensemble. Au C'est Québec, c'est tout le monde danse ensemble. Ouais. Puis c'est leur jeu. Tu as 3 pistes disponibles. Tu fais venir une série pour essayer d'exploiter les 3 soirs au complet. Puis le voyagement, les séries gros blocs viennent à Cornwall début juillet. Ouais. Avant, ils faisaient Cornwall, Granby, Drummond. Là, ils s'en vont puis ils reviennent à fin juillet. Êtes-vous déçu du peu de nouveautés qui nous est offert ou on en a assez, là, puis là, c'est maintenant le temps d'exploiter vraiment Ben, je ce qui nous est pense, offert? côté québécois, il n'y a pas vraiment de nouveauté, à part peut-être, on en a discuté un Ouais. peu, la série Procam qui va visiter, Ouais. Granby. Ça, c'est une nouveauté, un petit peu un genre de bonbon pour les amateurs qui vont voir quelque chose de nouveau. Côté québécois, on a parlé aussi les séries Sportman qui vont se présenter au Québec. Ça va apporter juste des nouveaux visages. Ouais, ça va déjà donner un T'sais, petit souffle. les gars sont habitués, les amateurs sont habitués de voir des finales de 40-50 tours en Sportman. Drummondville en fait souvent depuis que Yann a changé sa méthode de faire ses programmes. Pour le nombre de tours, ça va juste être des différentes voitures sur la piste. Comment vous voyez, de quel œil vous voyez ça, le fait que ces 3 promoteurs-là se soient enfin réunis? Bonne chose ou mauvaise chose? Pour l'amateur, je trouve que c'est une bonne chose. Il n'y a plus de compétition vraiment de piste. Est-ce que l'amateur pourrait pas voir une montée des prix en flèche à un moment donné? On va c'est on va sûr tenter que d'aller ça voir peut jusqu'à jouer. quand? Ça peut être un terrain glissant parce que C'est si l'amateur, on monte les prix, ils peuvent faire 1h30, 2 heures de route pour aller à Cornwall, Ouais. seulement payer 10 $ pour voir sensiblement avec le même l'autoroute spectacle 30, avec la nouvelle l'autoroute autoroute 30 que 30, là, ouais, les tout à gens vont peut-être justement vouloir dépenser à aller en Ontario. Pour l'amateur, je pense que c'est bon. Pour les équipes, l'avenir vous le dire, mais pour les spectateurs, selon moi, le grand gagnant là-dedans, ça va être le RPM Speedway. Il y avait beaucoup de modifiés qui n'allaient pas. Maintenant, peut-être qu'avec. Il y avait Yann très peu de Bussière, sportsmen aussi. Ouais, Yann ça, Bussière, on en les parle Nécussiers vont toujours. travailler, mais peut-être qu'on va rajouter des pilotes qui n'allaient pas avant. là. Mais j'ai bien hâte de voir. Tu parles de RPM Speedway avec la série Dirt qui s'en va là, modifiée. J'ai hâte de voir comment ça va se traduire. Ouais. Ça va être ça va être quelque chose de très intéressant parce que la configuration de la piste, il y a plusieurs personnes qui disent les commentaires que tu sais, la piste ne peut pas contenir un certain nombre de véhicules. Puis là, en ayant la série Dirt là, avec tu sais, un 25-30 véhicules, ça risque d'être assez intéressant, merci. C'est encore un été assez chargé. Oui.
Merci, chargé. merci Martin, merci. De ton côté, qu'est-ce qui t'a touché ou sur quoi tu t'es attardé pour cette web émission-là? Ben, tu sais, les gros blocs, c'est toujours fascinant. Parce que c'est la classe maîtresse, puis c'est une classe qu'on veut voir. La classe maîtresse. Oui, la classe maîtresse. Classe maîtresse pour Dirt Car. Oui, pour deux car. Ouais. Ouais. On s'entend là-dessus. Canada-des-Gois, OK, a le bassin, je pense, de pilotes gros blocs. Puis on se cachera pas, ils fournissent environ 11 à 12 pilotes qui suivent la série gros blocs. Qui sont des pilotes locaux. 13 des 14 derniers Oui, l'année voilà. passée, C'est ça. au point, étaient des réguliers. Le seul qui n'était pas régulier, c'est Breton. Breton. Ouais. Tu vois, puis ça confirme un peu. C'est pour ça, même cette année, Canada-des-Gois s'est dit comme propriétaire, pourquoi j'aurais une manche de la série gros blocs? Je les ai toutes pareilles, Ils semaine après Ils semaine. sont tous chez nous. Ils sont tous chez nous. Puis on parlait tantôt tu sais, des nouvelles personnes qui vont arriver. Tu sais, des Billings, des Matt Williamson qui vont se rajouter. Ils vont peut-être, eux autres, se rendre le samedi soir à aller compétitionner là-bas. Tu sais, c'est quand même, il faut le faire. Mais le gros bloc, chaque début de saison ou chaque fin de saison, c'est probablement la discussion qui revient le plus souvent. On a la chance d'avoir quelqu'un qui va nous en parler un peu plus tard. Steve Poirier qui a eu beaucoup de succès. Il est celui qui a souffert le plus, je pense, de ce départ-là. Tout le monde s'est tourné vers le 358. Ça semble maintenant être la référence. Est-ce que vous pensez que ce pourrait être possible de ramener ça ici dans l'Est comme une série Ça va locale ou comme... Ça va être difficile. Il y a certains pilotes qui n'ont acquis dans les dernières années au Québec, puis il y en a quelques-uns en Ontario qui en ont encore des gros blocs, mais les gars se sont tellement investis dans les 358. La classe, tu regardes toutes les pistes, il y a 6 pistes, je dirais du côté de l'Est. Il y en a 3 pistes du côté de l'Ouest. Je parle de Ransomville, Merrittville, puis Humberstone. Du côté de Niagara Falls, c'est toutes des pistes 358. Tout le nord sont maintenant convertis au 358. On parle d'un bassin d'environ 150 à 200 voitures. Mais si on fait les rêveurs, là, puis on se dit, bon, les La matins... seule raison, selon moi, qu'une des 3 pistes au Québec pourrait devenir gros bloc, on a vu dans une émission plus tôt, Mario Claire qui a dit la grosse raison pourquoi je fais pas série gros bloc, je suis pas capable d'aller chercher de points. Si une piste locale, Drummond à RPM ou Granby dit on y va avec gros bloc, mais si Mario Claire, puis tu as des gars comme Steve Bernard, David Hébert, et nous on va en faire la série peut-être que les promoteurs pourraient écouter puis décider de se tourner gros bloc, mais Je suis assez. c'est des plus rêves, c'est ça. c'est tu sais, des rêveurs. C'est un beau rêve, Ouais. pour les pilotes, mais encore là, est-ce qu'on va se retrouver avec un bassin de pilotes qui vont vouloir suivre cette série-là et en faire un événement, ou ça va être pour aider petits amis, là, tu sais? Je sais pas si vous me suivez là-dedans. Ouais. L'année passée, RPM a vraiment tenté le pouls. Là. En faisant de la grosse promotion, le retour des gros blocs. Il y en a eu un, les grosses soirées, il y en a eu 2. Fait qu'il. tu sais, Puis encore là, la personne qui gagnait avec gros bloc disait, ben regarde, Gagnait avec c'est un pas petit bloc juste, aussi, c'est pas là, tu sais. juste, puis tu sais, la gaguerre est pognée, fait que c'est ça. Non, ça a fait couler beaucoup d'encre, justement, la victoire de David puis Hébert. beaucoup d'huile sur la piste. Et, fait que votre opinion là-dessus, il nous reste pas grand-chose à faire avec ça, ou on peut Bon, encore penser ben, que ça va On va arriver? en reparler encore l'année prochaine. Puis Ouais. dans 5 ans, dans 10 ans, on Puis, va tu sais, toujours en reparler. moi, ce que je me questionne aussi, c'est l'armée rouge. Tu sais, l'équipe là, de Gibson qui ne prend part à la série Dirt, ça aussi, c'est questionnable. Je comprends que les autres veulent peut-être, John White veut peut-être partir quelque chose de son côté. Fait que ça aussi, je trouve que ça dilue un petit peu la série. Tu connais bien Dirt, Martin, pour avoir passé du temps avec le giron, les gens principaux de chez Ouais. Dirt. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Est-ce que Dirt devrait se concentrer sur le 358 à un moment donné, ou est-ce que ça va tout seul se faire? Le problème, je pense, côté américain, c'est que le moteur gros bloc, c'est très populaire. On le voit dans d'autres séries, côté MK, côté toutes les autres séries américaines, c'est tout moteur gros bloc. Dirt Northeast fait son branding, fait son marketing avec les gros blocs. Malheureusement, les petites classes comme les 358, Sportman, Pro Stock, en payent le prix un petit peu, je dirais, parce qu'on met beaucoup d'emphase sur les gros blocs, puis ça semble continuer vers là. Malheureusement, il y a Un peu d'aveuglement? il y a pas un petit peu, il n'y a pas de piste. Lui, ce qui a fait mal à Dirt Car au cours des dernières années, c'est la perte de Brewerton puis la perte de Fulton avec John White, qui a eu des en tout cas, Des il y a eu- frictions. Ouais, il y a eu des frictions entre White et puis Dirt. Puis là, malheureusement, c'est Dirt qui en paye le prix parce que les pilotes vont quand même à ces pistes-là. Ouais. Mais côté Québec-Ontario, ça faudrait qu'une piste, peut-être, comme Steve mentionnait, prenne la chance de ramener ou essayer de donner des points gros blocs, quitte à faire.
tu peux sûrement travailler avec Dirt Car pour aller chercher un 6 ou 8 événements dans ta cédule. Est-ce que ce serait envisageable de laisser certains gars courir certains soirs avec les 358 en accumulant des points dirt, ou c'est complètement impossible? À Canam, ils ont fait ça. Ils ont fait ça, le Canam. Ah oui, il y a certaines pistes qui le font. Oui, Oui, c'est très faisable. C'est très faisable pour avoir travaillé sur le côté scoring, technique, puis le côté technique pour le pointage, c'est très faisable. Dans les dernières années des gros blocs au Québec, Drummondville présentait 2 finales. Il y avait la finale gros bloc avec 358. Puis en fin de soirée, il y avait la finale juste 358. Est-ce que le test du RPM Speedway vous fait dire que c'est impossible? Que c'était impossible. C'est-à-dire que les pilotes, il n'y a aucun pilote. On a quoi? On le comptait juste avant l'émission. On avait 5 ou 6 voitures disponibles au Québec, puis il y en a une ou deux qui sont venues. Moi, je pense que le test n'a pas été fait sur la bonne piste, parce que le RPM, je crois que côté respect, n'a pas encore gagné ses lettres de noblesse, contrairement à Granby Drummondville. Si le concept aurait été amené à Granby ou à Drummondville, probablement que le résultat aurait été différent côté participation. Surtout la configuration de la piste. Ouais. À RPM, je ne peux pas dire qu'un gros bloc est avantagé. Mais non, mais Drummondville, sans parler du côté technique, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est quel est l'avantage et pour qui va tirer son compte là-dedans, et est-ce qu'on parle pas un peu d'enlever d'un moment donné? Une 358 est rendue tellement populaire que d'en parler, c'est quasiment juste perdre un peu son temps. Regarde, moi, je fais juste regarder à Cornwall. On regarde Chris Raby qui est allé gagner contre des gros blocs comme tel, et ça. Je me dis, des short tracks, des gros blocs, c'est rendu de plus en plus technique quand la piste devient sèche comme tel, et ça. Maintenant, sur des longues pistes comme Granby, oui, je pense que les gros blocs vont en tirer profit. Ouais. Merci, messieurs. On va laisser les gens en discuter encore longtemps. Je pense qu'on pourrait en débattre très longuement. Moi, je reste d'avis que, il va s'épurer des classes. Je pense que ça va être un constat qui va arriver par lui-même à un moment donné. Un vent de fraîcheur? Oui. Bert? Oui. Un vent de fraîcheur, il s'en vient quelque chose de bien intéressant, je pense. Tout le monde a regardé ça d'un coin de l'œil. Certains avaient un sourire en coin, mais je pense que cette fois-là, ça va arriver. Oui, la nouvelle Chaos. C'est quoi ça, Bert? Au début, c'est Chaos. Si ça ne marche pas, ça va être Chaos. OK. C'est le Can-Am Outlaw Sprint Series. C'est une nouvelle série que Jake Langlois. C'est une série québécoise? Oui. Avec un nom très anglais? Oui, très anglophone. Mais Jake n'avait pas essayé de partir quelque chose avec quelques années? Oui, il a essayé, sauf que pour y avoir parlé dans les dernières semaines, il a l'air d'être plus terre à terre. Plus un peu moins rêveur. Avant d'aller dans cet aspect-là de l'histoire, d'abord, la série Chaos, ça va être quoi exactement? Et ça va impliquer les sprint cars, mais comment ça va se dessiner sur les horaires puis tout ça, là, à un moment donné? Ils ont 8 courses. 8 courses en 2013. En 2013. Dans un championnat. Il y en a 7 que l'amateur ne verra aucune différence parce qu'ils vont courir soit avec les Empire Super Sprint ou les Patriots. OK. La seule course qu'on va voir vraiment, et c'est le test, et ils le savent, les dirigeants, c'est à Granby le 23 août, je crois. C'est uniquement Chaos. Projet ambitieux? Projet ambitieux. Encore là, le 23. Jake a bien joué ses cartes parce que la série Patriote va être en Ontario le lendemain. Donc, les pilotes, il y a quand même des bourses intéressantes. Steve, tu peux en parler. C'est un projet, c'est là probablement qu'on va voir vraiment si la série, c'est vraiment le baromètre de savoir pour 2014. Tu as regardé le nombre de voitures disponibles au Québec, c'est quand même, ça devient de plus en plus intéressant si on ajoute le bassin ontarien. Je pense que cette série-là peut justement aider juste les gens locaux, les gens qui ne veulent pas se déplacer, tu es obligé d'aller courir dans l'État de New York. On regarde juste l'ISS. L'ISS, ils ne sont pas en Ontario. Tu sais, je veux dire, à quelque part, ils ne sont pas à Brockville, ils ne sont pas à Cornwall. Fait qu'ils viennent peut-être une fois ou deux au Québec. Fait que donc, je pense que quelque part, ça limite beaucoup. Puis je pense que pour quelqu'un qui veut avec un budget assez restreint, peut donner l'occasion. Puis peut-être à long terme, on verra peut-être un petit championnat. Mais comment on va arriver à gagner en prestige? C'est important. Avec le temps, oui, la série. Sauf que le gros avantage que la série a versus une série ontarienne qui pourrait débuter, c'est qu'on a avec Steve Poirier va faire le championnat. C'est probablement l'un des meilleurs pilotes de Sprint 360 de la planète. Je serais content d'entendre ça. Mais il va être dans la série. Tu as des gars comme Michael Parent, qui sont des excellents pilotes, Alain Bergeron. Les top
Canadiens, ou ben, Québec-Ontario, sont dans la série, donc ça va vraiment aider. Si on aurait parti une série, j'enlève rien, mais à ceux qui débutent, comme les Dale Gosselin, les Donald Lemire, ça aurait été peut-être plus secondaire. Parce que les projets du passé semblaient vouloir se dessiner alentour d'une série indépendante, des shows aux pistes locales. C'est un bon choix. C'est un bon choix de Langlois et de son groupe de s'associer aux autres séries. Pour la première année, je pense que Ouais. oui. Justement, pour que la série puisse gagner en respect. On s'associe avec déjà des séries solides. L'ISS, c'est une série qui dure depuis longtemps. Ils ont déjà un bon bassin de pilotes. Patriot, c'est une série qu'on voit plus en Ontario depuis quelques années. C'est encore une série qui, je dirais, qui gagne à être connue. Il y a certains pilotes qui font les deux, qui chevauchent ISS et puis Patriot parce que les dates, on travaille ensemble. Donc, je pense que ça a été une bonne décision de Jake de s'associer avec ces deux séries-là pour justement gagner le respect, puis peut-être justement pour les prochaines années être plus indépendant. Ça vous fait pas peur un peu, Steve, le phénomène... on a vu par le passé, sans rien enlever au bonhomme, là, j'ai beaucoup de respect pour Jake Langlois, là, ça c'est clair, là, mais il y a eu différents projets qui ont tenté de se mettre en marche puis qui ont reculé à un moment donné. Est-ce que M. Langlois ne vit pas sur une espèce de... faudrait pas qu'il se trompe cette fois-là? Écoute, sans rien enlever à Jake, je pense que c'est un gars extrêmement passionné. Je pense qu'il ne calcule pas son temps par rapport à ça pour pouvoir investir dans quelque chose qu'il croit. Oui. Maintenant, je me pose la question, il nuit pas présentement à ISS, il nuit pas à Patriot comme tel, mais à long terme, comment ça va être vu, ça? J'ai comme l'impression que peut-être certaines séries vont peut-être se montrer un peu indifférents par rapport à ça. Et là, c'est là qu'on va voir si la série a assez de bassins, puis si est-ce qu'ils vont répondre assez pour pouvoir survivre. Ouais, est-ce que si jamais, à un moment donné, on se détachait de ça, est-ce que les pilotes vont seulement laisser tomber d'un côté puis retourner courir où il y avait l'habitude de le faire? Ben, moi, je pense que, je reviendrai sur la course du 23 août, c'est vraiment... Il a promis entre 20 et 26 voitures à Dominique Lucier, dans l'entente. C'est sûr que s'il n'y en a pas 20, c'est fini. Le 23 à 11h Est-ce que le c'est soir, il dessus, rêve ça, plus. Bert, 20, 26 voitures? Ben non, parce que la série Patriote, comme Martin disait, est à Tu Brookville réponds puis non à cette Cornwall. question-là. Ouais. 20 voitures. Ouais. C'est tout un défi, moi, je pense. Non, si on regarde les ISS, ils descendent sont 20. Il y a 15 Québécois. C'est attiré 5 chars, à peu près. Faut pas... Tu sais, Côté ontarien, dépendamment qui va suivre la série, mais on peut facilement avoir 8-10 ontariens je dirais de la région de Brockville jusqu'à Brighton qui peuvent venir, puis il y a sûrement d'autres pilotes de la série SOS d'un petit peu plus loin qui vont sûrement descendre parce que la bourse est intéressante le 23. T'as des gars comme Lila Douceur, Voilà. ça vient pas avec ISS. Il va Ben, il en descendre. fait quelques-unes à ISS, mais il Ouais, se mais au concentre Québec, pour il vient SOS. pas. Non, mais là, il va venir Ouais, à cause là, de ça. ouais, va là, il venir. va Non, venir. un gars comme Lila Douceur va être là. Oui, Ouais. il y a Ouais. de l'intérêt Un pour gars cette comme série-là. Justin Barger, il serait pas venu, mais il va être là parce qu'il fait la série canadienne Patriote, puis ils sont à Brookville. C'est Ça va un des descendre. très bons pilotes. C'est des, Oh, ouais, je suis d'accord. là. Tu sais, t'as des gars comme ça, des gars comme Zimbardi qui va être avec les Patriotes à Brookville. Fait que tu en as 5 à tirer, en réalité, là. Et est-ce que le fait qu'on soit à Granby avec une organisation qui est solide, est-ce que s'il nous manque des gens, Oh, t'es sûr on qu'on peut pourrait, faire... on ben, pourrait étirer un peu l'élastique dans le jargon du métier, payer du taux money? Ça pourrait-tu régler le cas? Ça peut se pourrait faire. voir, ça peut pourrait se faire. Regarde. Oui. En réalité, si tu sors, mettons, au pire, 2 passes d'entrée, mais ça te rapporte 10 personnes dans les estrades. Tu sais, le calcul, il est bon, là. Puis, est-ce que vraiment on va attirer, est-ce que vous pensez que le fait qu'on ait cette série-là au Québec, en Ontario, va attirer de nouveaux pilotes ou on va juste rapatrier notre monde vers la maison? Moi, d'après moi, au Québec, là-dedans, c'est pas nous qui est gagnants. Ceux qui sont gagnants, ça va être Brookville-Cornwall. Parce que des gars comme Steve Poirier, ils ne voient pas toujours quand les sprints ils vont. Là, ils vont être là parce que la chaos va être là. Michael Parent, Alain Bergeron, tous ces gars-là. Fait que je pense que l'Ontario, eux, vont être gagnants. Brookville-Cornwall. Mais que les Patriotes se déplacent, eux, ils vont être gagnants. Et si je posais la question à savoir est-ce qu'on va attirer des nouveaux pilotes, est-ce qu'on est en train de regarder du côté des Lightning Sprint, puis on va peut-être faire mal à cette classe-là à un moment donné? Non, c'est pas comme ça, je le vois. Moi, je vois Non. beaucoup plus l'ISS, plus dans l'État de New York. De plus en plus échappé, l'Ontario échappé de plus en plus le Québec. Puis peut-être Chaos, peut-être, en tout cas, dans le pays. Ben, Ben, c'est sûr que vis-à-vis dans des les- nouveaux pilotes, tu sais, de où va venir notre bassin de nouveaux pilotes? Qui va acheter des nouvelles voitures? C'est sûr qu'on m'a dit que
on pourrait en reparler tantôt avec Steve Poirier. On m'a dit qu'acheter une pièce Lightning versus une pièce de Sprint Car, c'est le même prix. Sensiblement. Les pièces, ça se ressemble. Pour une pièce de Ça se haut ressemble. de gamme, là, faut s'entendre. Emmener ton Lightning, partir à mettons, de Drummondville, emmener ton Lightning à Cornwall ou emmener ton Sprint Car à Cornwall, ça te coûte le même prix de gaz. Là. Il y a beaucoup de monde de Lightning à qui j'ai parlé qui m'ont dit on monte pas Sprint Car parce qu'on n'a pas le gros du budget, c'est le gaz. Le budget de transport, traveling, le le budget de traveling. transport. Mais là, si on offre des courses locales, comme on dit, là, ça peut être intéressant. Là. On pourrait facilement monter le bassin de Oui. pilotes québécois à 15-18. Puis qu'est-ce qui est le fun pour là-dedans, c'est que les avoir, Lightning, à la quantité qu'ils sont, peuvent se permettre de perdre 5-6 voitures pour aller en sprint. Mais- Parce que le spectacle ne sera pas amputé, parce qu'ils ont énormément Mais de voitures. ceux qui vont monter de la classe Lightning, je peux penser que ça va être les meilleurs pilotes. Oui. Mais ça va donner la chance à d'autres pilotes Lightning Sprint de prouver leur talent. Puis de. C'est un cercle, c'est une roue. Tu sais, il ne faut pas s'en cacher. Là. Si on recule de 10-15 ans, tu allais à Drummondville, tu avais toujours des gars comme Steve Poirier qui gagnaient. Il n'est plus là. Il y a des David Hébert, il y a des Mario Claire. Mick David Hébert, Mario Claire ne soient plus là, il va en avoir d'autres. En Lightning Sprint, c'est la même chose. Tu as Simon Couture, Mathieu Bourgoin. Bourgoin, ouais. Ils sont dominants. S'ils sont plus là, tu vas voir arriver des Mathieu Bardier et compagnie. Puis ça peut aussi aller piger dans STR. Oh, oui. Oh, puis T'sais- ailleurs aussi, là, on peut penser qu'il y a certains gars qui pilotent des mods ou des sportsmen C'est ça, qui qui seraient vont peut-être tentés faire le saut. d'aller tenter l'expérience puis d'aller voir un peu ce qui se passe La avec seule ça, là. chose qu'il ne faudrait pas que ça dérape, c'est que il y ait une piste locale. Selon moi, les voir virer à la même place à Tu toutes lis dans les mes semaines, pensées. le monde se tannerait. On arriverait au même constat qu'il n'y a pas de monde dans les estrades de plus. Parce C'est que ça, ça attirait c'est pas plus de monde. On l'a vu dans le passé, les ISS, ils venaient 3 fois à Drummondville, 3 fois à Granby. Il y avait, pas prêt à dire qu'il y avait plus de monde dans les estrades, mais quand ils venaient une fois au début, une fois à faire du travail, là, on voyait une différence parce qu'ils venaient vraiment 2 fois. Le phénomène de nouveauté Ouais, s'est la passé, nouveauté, puis là, on c'est est ça. rendu... On est habitué. Encore une fois, l'avenir va nous le dire, donc on va observer ça de proche. Je pense que c'est le sujet le plus chaud présentement. On va tantôt en parler avec Steve Poirier. Merci messieurs, encore une fois. On va se retrouver plus tard dans nos émissions. En attendant, nous vous souhaitons une excellente pause. On vous retrouve tout juste de l'autre côté avec Steve Poirier, notre invité. Notre prochain invité, il nous vient de Saint-Mathieu-de-Belleuil et sa feuille de route est extrêmement chargée. 54 victoires en finale à l'Autodrome Drummond, 47 victoires en finale modifiée gros bloc, toujours à Drummondville, 39 victoires en finale Empire Super Sprint, dont 6 à Granby et 2 à Drummondville. Il a commencé en 1988, a fait le saut en 93 sur la terre battue en classe Sportsman. Il a été le premier Québécois en 2002 à remporter une épreuve modifiée gros bloc. Il a également été celui qui a été le premier Québécois à terminer dans les 5 premiers lors de l'épreuve modifiée gros bloc présentée au Super Dirt Week, qui était l'épreuve principale finalement. Il est champion ISS à de nombreuses reprises. Il a remporté 3 fois le Canadien national du côté de Ohshawken. Notre invité, Steve Poirier. Steve, c'est impressionnant. La liste, j'ai parcouru la liste et c'est impressionnant le nombre de succès que tu as su accumuler au cours des années. Tu débutes ta carrière en 88, mais on est loin de penser de où ça va aller. Parle-moi un peu de ce début de carrière-là. C'était pas sérieux quand on a commencé. Mon père coursait en fraude à la petite manique d'Arthabasca. Victoriaville, les Bois-Francs, C'est ça. un peu rural comme course. C'est ça, c'était des courses de campagne pas mal. Mais on s'amusait avec ça. J'ai eu un petit peu de succès là. Là, à un moment donné, j'ai pensé vouloir devenir pilote professionnel. J'ai fait des tentatives sur l'asphalte. Mais au début, vraiment... Avec le rêve de devenir un pilote de Formule 1 ou un pilote... Gagner ma Gagner vie. ta vie. J'avais pas, c'est sûr, la Formule 1, je trouvais que c'était peut-être un peu excessif, mais gagner ma vie, avoir voilà. un chemin pour aller en NASCAR ou quelque chose comme ça. D'abord gagner ma vie à conduire une auto de course. Tu as 16 ans à l'époque, lorsque ça débute cette histoire-là. Ça prend un certain temps. Donc, Spénard David est une des écoles à laquelle tu as participé. As-tu eu la chance de piloter sur circuit routier ou ça s'est rapidement mis de côté? Bien, c'est ça. Ça a été bien, mon expérience de circuit routier. Fait que j'ai gagné. Spénard David, c'était un... Tu payais. Championnat école. Tu faisais un championnat. Puis j'ai gagné leur championnat de saison. Je devais avoir un volant pour faire une course sur un circuit professionnel avec eux autres.
Spinard David a vendu son école entre-temps. Ça a tombé à l'eau un peu mon affaire. Dans ces mêmes années-là, il y a un autre, c'était un peu populaire, l'idée, mettons, c'était un Claude Poirier qui avait mis de l'argent pour partir une école. J'aurais voulu courser dans la série GM Players, les Camaro. Oui, ça c'est le programme Players, là, les bonnes années où on a retrouvé Bertrand Godin, David Empreniam, tout ça. C'est cette époque-là. C'est ça. Moi, j'étais vraiment attiré par ça. J'ai encore gagné, ça veut dire qu'il a fait payer des pilotes, on a fait du lapping. J'ai encore gagné ça, puis ça allait tomber à l'eau parce qu'il n'y avait pas assez de pilotes qui avaient payé, puis il n'y avait pas assez d'argent pour faire la saison. T'as pas été chanceux, dans le fond, ça a tombé 2 fois à l'eau. C'est ça. Fait que j'ai dit à un moment donné, là, je suis pas dû pour m'en aller là. Puis là, ça coûtait 100 000 à l'époque pour faire une saison en Camaro. On n'avait pas les fonds pour faire ça. C'est là que j'ai décidé de commencer à courser sa terre battue. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la terre battue? À un moment donné, quand on est sur l'asphalte, les circuits routiers, il y a bien des options. Il aurait pu avoir le karting, il aurait pu avoir des séries Formula Ford à l'époque qui étaient hyper populaires, qui étaient quand même dispendieux. Mais qu'est-ce qui a amené ton choix à se porter vers la série Sportsman Dirt? J'avais pas trouvé l'expérience d'asphalte super plaisante. En réalité, dans ce que j'ai gagné, j'ai eu des petits volants qui m'ont donné qui étaient pas vraiment qu'est-ce qui était supposé. Fait que je suis allé faire une course à Mosport puis une course à Mont-Tremblant. Mais le monde qui était là, c'était plus flasheux avec les lunettes fumées, puis j'ai pas aimé ça. Puis en ayant coursé à Petite Manique, j'étais chum avec Hugues Mercier. On avait acheté un camion à Hugues Mercier. Ouais. Qui était, lui, rendu à Drummondville. Puis Drummondville était un patelin pas loin, là, qui était populaire avec les courses de terre battue. Clément Terrien, contre qui j'ai coursé, qui avait commencé à courser sa terre battue. Fait que c'est ça qui nous a menés à la terre battue. Là, la carrière, elle avance. Bon, on prend du galon, ça va de mieux en mieux. À cette époque-là, à un moment donné, des succès nous amènent à graduer ces échelons-là. À quel moment on dit, bon, ben là, on est bien installé, puis j'ai confiance, puis on va faire un bout de vie avec ça. Puis c'est dur de dire une carrière parce qu'il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre. T'en es un exemple extrêmement probant de ça. Qu'est-ce qu'il a là? Moi, tu dis, bon, ben ok, parfait. Sportsman, mode, puis là, on s'en va avec ça. Quand j'ai commencé en Sportsman, je dirais que mes succès étaient ordinaires. J'ai pas été aussi bien que j'aurais voulu, même si on allait quand même bien. On a passé proche des championnats, mais pas assez pour gagner. Je suis allé modifier, puis j'avais quand même encore l'idée de mettre beaucoup de temps dans ma carrière. Ça veut dire même il y a une année que j'ai quasiment pas travaillé je travaillais pour l'entreprise de mon père. Puis j'ai pas travaillé beaucoup. Je me suis concentré sur l'auto de course, puis je pense que ça a été la pire année que j'ai faite. J'ai eu des accidents. Fait que je me suis dit, il y a sûrement il y a sûrement un signe que... Il y a un message. T'es pas fait pour ça. Faut que je comprenne quelque chose. Puis avec les années, je suis content de ça parce que j'ai réussi à me bâtir une super belle carrière de course quand même, mais j'ai bâti une belle entreprise avec les... Oui, avec la famille, tu sais, Fondation 4 saisons, je pense que ça prend beaucoup de ton temps. Est-ce que tu partages ton temps assez à part égale entre ta carrière de pilote et ta carrière d'homme d'affaires? Je dirais qu'il y était un temps que je mettais beaucoup plus d'énergie sur ma carrière de pilote. Depuis une couple d'années, nous autres, l'entreprise a grossi beaucoup. J'ai beaucoup plus de temps à mettre sur Fondation 4 saisons, sur ma carrière professionnelle. Mais ça l'aide beaucoup à payer les factures de mon équipe de course. Puis j'ai engagé du monde pour s'occuper de mes équipes. Donc, on a des revenus d'un côté qui sont des revenus professionnels. Ça te permet d'investir dans des gens qui t'accompagnent maintenant. Ce que tu faisais peut-être tout seul ou avec ton petit groupe plus proche de toi, tu peux te permettre de t'entourer. Qui t'entoure maintenant? Qui t'a greffé avec toi qui fait que tu peux te libérer de l'autre côté? En réalité, le gros pilier, c'est Kevin Lovis, qui est mon crew chief. C'est lui qui me permet vraiment de me libérer. J'ai vraiment confiance en lui, puis je peux me concentrer sur les... Tu le laisses travailler au garage, puis toi, ben, de toute façon, géographiquement, le garage, c'est la porte en arrière de l'entreprise pour avoir eu la chance d'aller chez vous. Mais est-ce que tu lui laisses assez de latitude pour dire, bon, ben, je peux laisser la porte du garage fermée, ou tu as toujours le nez rendu là? Mon bureau est juste à 15 pieds d'où est-ce qu'il travaille. Fait que j'ai tout le temps... Il va tout le temps me demander où est-ce qu'on s'enligne. Il veut être sûr que ça soit fait à mon goût. Je suis assez perfectionniste. Fait que je vais être sûr que ça soit tout le temps fait à mon goût. Fait qu'au moins, j'ai moins de temps à mettre pour rencher, mais c'est fait comme je veux. Là. Je suis content que tu amènes ça. Tu dis que je suis un perfectionniste. Puis c'est vrai que tu es perfectionniste, Steve. Je t'ai vu à d'autres endroits. Quand on te pose une question, tu prends le temps de décortiquer et d'analyser. Tu prends même des notes à chaque place que tu vas.
Ah ben c'est ça, je pense, qui a fait un peu le succès. Tantôt, on parlait de l'équipe que j'ai présentement, mais au début de ma carrière, probablement ce qui a fait le succès, c'est que je mettais beaucoup de temps puis l'énergie pour avoir les bonnes autos et être bien préparé. Là, c'est sûr que nos classes sont faites, les informations, on les a ramassées, puis l'expérience, on l'a. J'ai un bon crew chief qui, techniquement, qui peut me guider quand que... On partage nos idées en deux. Fait que c'est mes idées, ses idées, on les met ensemble, puis on prend le mieux de ça. Mais des cartables de notes, j'en ai 3 pieds d'épais. Est-ce qu'on demande à un gars comme Kevin d'amener la voiture au pilote ou c'est le pilote qui demande, c'est le pilote qui vient à la voiture? C'est quoi? Ou c'est les deux? C'est un peu des deux. Kevin, il a l'idée souvent d'amener la voiture pas exactement où ce que je l'aime. Parce qu'il sait qu'elle peut être plus vite. Puis il me demande de faire un petit effort de plus, mettons. Il te sort de ta zone de confort? Oui. Il finit par te mettre assez en dehors de ça. Est-ce que ça paraît sur le chronomètre dans ce temps-là? Ben, l'expérience nous montre qu'on s'est planté des fois, mais on s'est amélioré. Fait que je le laisse aller. Au début, je n'aimais pas ça. J'aimais mieux les sprint cars, surtout maintenant. Là. C'est vraiment une question de confort. Ça veut dire pour aller vite, il faut que tu sois confortable et que l'auto aille bien. Mais ça veut dire que des fois, moi, j'ai une tendance un peu conservateur. J'aurais tendance à laisser mon auto dans ma zone de confort. Mais on sait des fois que c'est peut-être qu'il manque 1 ou 2 dixièmes pour gagner. Tandis que lui, il est tout le temps prêt à prendre le risque pour mettre une auto qui va gagner. Il y a ce bout de carrière-là, j'aimerais ça revenir en arrière sur où tu as carrément marqué l'histoire au Québec. Ça s'est passé en gros bloc. C'est un gros pan de ta carrière. Puis c'est un pan hyper important. Nostalgique avec cette époque-là où tu te dis, bon, ben regarde, c'est un bout de chemin qui m'a emmené où je suis présentement. Tu sais, on en parlait en entrée de jeu aujourd'hui dans cet épisode-ci, de où ça allait le gros bloc. C'est quoi ton rapport vis-à-vis ça? C'est sûr que je suis nostalgique un peu. Ça a été parmi les plus belles années de ma carrière. De gagner une course de la série Advance avec des vedettes, je m'en fais parler encore aujourd'hui parce que des fois, j'étais en Floride, quand on a coursé cet hiver en Floride, je me suis refait parler de ça parce que les annonceurs là-bas ne me connaissaient pas. Puis ils disaient, ah, t'as gagné une course à Drummondville, quelqu'un était au courant de ça, puis j'ai été vraiment surpris. Fait que ça a été vraiment le moment qui m'a fait connaître plus aux États-Unis, surtout parce que sinon, j'étais peut-être plus connu au Québec. Est-ce que à cette époque-là, il y a eu des offres des Américains pour aller courir sur leur côté? On sait qu'il y a très peu de propriétaires d'équipes au Québec, aux États-Unis. Il y en a, ils font courir des gens. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a cogné à la porte de Steve Poirier pour lui dire « Viens conduire pour nous autres, là, traverse tes affaires du côté américain » ou c'est jamais arrivé? C'est jamais arrivé. J'ai tout le temps été surpris. J'ai tout le temps espéré un petit peu avoir à un moment donné une offre comme ça. Malgré que dans ces temps-là, j'avais fait le virage un peu de me dire, bon, ben, je ne gagnerai pas ma vie avec les autos de course. Il faut que je me concentre à gagner de l'argent pour payer mes factures. Puis je mettais de l'énergie dans ma business. Fait que mettons que quelqu'un m'aurait dit, veux-tu lâcher ta job pour aller conduire des autos de course? J'aurais eu un gros dilemme. Fait que j'ai jamais cogné à des portes non plus. Mais t'as jamais fait le boulot, t'as jamais pris de ton côté sur toi de dire, moi, je vais y aller cogner à la porte. Non. Il y avait, ça fait longtemps, il y avait une rumeur que toi, t'es comme un vieux jeune. Toi, t'as toujours quelque chose de. Ça fait longtemps. Je me souviens pas ce qui est arrivé hier. C'était venu à mes oreilles un moment donné, une rumeur, quand il y avait eu une série compétitrice de dirt. Brett Hearn, quelqu'un m'avait dit qu'il t'avait demandé de chauffer sa voiture pour le Victoria 200 parce qu'il y avait un conflit d'horaire. Tu t'en souviens-tu? Il y a juste lui qui s'en souvient. C'était-tu vrai? Non, c'était peut-être pas vrai. Finalement, l'autre série avait tombé à terre et ça avait tombé à l'eau. J'ai failli une fois ou deux conduire les autos à Brett. Mais je me rappelle pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. C'était à cause de Martin Roy, parce que je conduisais Théo, puis Martin était proche de Brett. Puis j'ai vraiment failli un coup, je pense, à Syracuse aussi, parce qu'il y avait un conflit, puis une autre course, mais finalement, ça a comme tout floppé. Sans faire de jeu de mots, Brett, ça a bretté, finalement. Ça ressemble à ça. Monsieur Fouineur. Mais on parlait d'un membre d'équipe, tu sais, on a tendance à oublier aussi Réal.
Réal Deauville, hein, je pense que ça fait longtemps qu'il est avec toi. Puis... Réal, il me suit, ça fait depuis mes années modifiées, depuis 10-12 ans à peu près. Puis il est là tout le temps, puis il s'occupe des pneus. En sprint, on a besoin d'avoir un petit peu une moins grosse gang. Fait qu'il y a vraiment Kevin qui est mon coach chief, puis Réal s'occupe des pneus, puis un petit peu en tout, c'est vraiment lui qui est tout le temps là. Là, tu vis l'expérience en sprint car, le Canadian National, qui est probablement le plus gros événement. Il y a eu un moment donné où, avec l'équipe, avec la famille, vous avez tenté l'expérience en 410. C'était la prochaine étape. Qu'est-ce qui t'a fait reculer à un moment donné? Qu'est-ce qui a ralenti cette progression-là? Pourquoi on a pris la décision de revenir au 360 et se concentrer là-dessus? Comme un peu précédemment, qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis tout le temps laissé guider, moi, par comment les choses allaient. Ça a été vraiment une mauvaise expérience, mon expérience 410. J'ai un moteur qui a coûté énormément cher et qui n'a jamais fonctionné. Moi, j'aimerais ça que tu me racontes ça un peu, cette histoire-là. Il y a une histoire, ce moteur-là. Là. Il vient de l'extérieur. On pense avoir fait un bon coup, puis finalement... Un achat qui n'a pas été... Du départ, on a tout le temps... Je remercie beaucoup Andrew Ozowski dans ma carrière qui m'a aidé beaucoup parce qu'il a fait mon premier moteur gros bloc. Puis lui, il s'est tout le temps senti un petit peu redevable. J'avais été le premier à lui donner la chance de bâtir un moteur de 30 000 $ dans ce temps-là, flambant neuf. Andrew est allé travailler pour Hendrix Motorsport dans le NASCAR, puis il nous a tout le temps aidés. Puis il a fait que AMB, Atelier Mécanique Bouffard, a tout le temps réussi à nous donner des moteurs super up-to-date, même si on courait contre les moteurs américains. Quand il est venu l'idée des 410, on avait une passe pour avoir des têtes de NASCAR qui étaient légales. Il était réglementaire, tu les prenais, tu pouvais mettre sur le 410, ça c'était la base. C'était le secret qui allait probablement te faire un bon moteur. Fait que logiquement, j'avais des têtes qui valaient qui pouvaient pour eux autres valoir 20-25 000 $ que j'avais pour pas cher. Eux autres, ils changeaient d'évolution. J'avais un accès pour avoir ça, puis j'étais un peu un premier à faire l'ouverture de faire un moteur comme ça en pensant de gagner, puis peut-être arriver avec un petit avantage sur eux autres. Faire un bon coup, puis aller battre les Américains sur leur propre terrain parce que vous aviez compris quelque chose, vous aviez un coup d'avance. Bien, essayer de faire un petit peu de développement. Tu sais, tant qu'à faire mon immersion, arriver avec de quoi de nouveau, puis essayer de tirer un petit avantage des connexions qu'on avait avec Andrew. Finalement, l'aventure n'a pas été exactement ce qu'elle devait être. Le moteur, on l'a fait marcher pendant 1 an. Il ne marchait pas bien. On s'est rendu compte que ça créait des problèmes. Ces têtes-là n'étaient pas adaptées pour les moteurs de Sprint 410. Puis, quand ils ont vu ça, ils ont voulu tout de suite l'année d'après, ils ont mis ça illégal. Ils ont pris la tête et ils l'ont barré du règlement. Ça a été la fin de l'aventure 410. Ben là, j'ai mis ça de côté pendant un bout. Je me suis dit, là, j'ai tout le reste, j'ai investi déjà 40-50 000 $ dans le moteur. Il faudrait que je trouve une manière de le faire marcher. Sinon, il fallait le mettre sur le tas de roche, ça fait cher un peu. Ça faisait plate. Ça m'était déjà arrivé dans le passé. Fait j'ai racheté des nouvelles têtes, on a remis le moteur sensiblement aux normes de ce qui se faisait dans l'industrie. On a encore eu des problèmes avec. C'est pour ça que là, à un moment donné, j'avais pas de fond. C'est un trou sans fond, là, finalement. Ça n'a pas été bien. Chaque fois que j'ai embarqué sur la piste, je n'étais pas si à l'aise. J'ai jamais eu le temps de trouver mes repères. Mais là, si le moteur me buguait un peu, ça l'aidait pas. Fait que là, à un moment donné, je me dis, le moteur est rendu qu'il coûte une fortune. J'ai pas eu de fun. C'est pas ma priorité. S'il y aurait plus de courses autour, ça pourrait... Je suis venu proche. J'ai fait des contacts avec une équipe américaine qui est venue l'année passée chez nous pour préparer son auto, pour racheter vraiment un vrai moteur d'eux autres. Si je retourne, ça va être avec un vrai moteur. Tu vas prendre l'outil, tu vas le mettre, puis tu vas y aller. Mais est-ce que ce serait un objectif de faire le tour avec World of Outlaw ou avec une série 410 où on est passé vraiment, là, la vie nous amène ailleurs? Là. C'est ça, c'est impossible. J'adorerais pouvoir courser avec les 410 puis d'être compétitif. Je sais qu'il faudrait que j'en fasse plus pour arriver là, mais suivre le rythme de vie puis être sur la route, je ne serais pas tant que ça à faire de la route. Puis, fait que ça, bien honnêtement, ils sont en Californie ces jours-ci. J'aurais pas t'aurais pas envie. Être chez nous un mois de temps. T'aimerais mieux être dans la neige. Tu verrais-tu plus, par exemple, l'autre option qu'on voit avec les 410, ça serait vraiment aller en Pennsylvanie, peut-être avec la série All-Star, ou ça pourrait peut-être être une option, c'est un peu plus près de la maison? C'est sûr que faire une immersion 410, ça serait sûrement plus... une série qui reste plus à l'est, un petit peu moins compétitive.
ça serait vraiment ma meilleure option. Mais il y a quand même d'excellents pilotes en Pennsylvanie, là, mais... C'est ça, le niveau de compétition est quand même pas mal élevé. Puis là, à un moment donné, il faut que tu atteignes un certain niveau pour réussir à aller courser contre les gars des World of Outlaw. Là, on a besoin, tu sais, j'aurais besoin de tours un peu. J'aimerais ça. C'est vraiment trippant chauffer un split avec un 410, mais ça me prendrait 100 tours de track sur une belle piste dans des conditions normales, puis à faire des essais. Puis le soir aux courses, on ne peut pas faire ça. Quand tu t'assois dans un 410, as-tu le même feeling quand tu accélères que dans un gros bloc? Tu sens-tu vraiment la poussée ou ça se compare pas? Pas tant que ça. Même si le rapport poids-puissance, il déclasse les gros blocs avec 900 force des autos de 14-1300 livres. Mais il reste qu'un gros bloc, vu qu'il ralentit plus dans le coin, il y a beaucoup de torque. Tu te sens vraiment tirer plus qu'en 410, que c'est une course de momentum. Ça ralentit pas. Hein. Steve, ta question? Oui, moi j'ai une question par rapport au 410. T'en es conscient que le 410, souvent, t'aide à performer en 360 aussi. Je pense que c'est une coche supérieure. Je pense que c'est là qu'on démarque les adultes des enfants. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Puis c'est le meilleur exemple de ça, c'est Michael Parent l'année passée, qui a fait beaucoup de courses de 410, puis c'est vraiment amélioré. Ouais. Ah, un bel exemple. Fait que ça, c'est un autre des idées que, probablement pour élever notre jeu un peu en 360, de faire 10 courses de 410 par année, puis des tours, ça serait sûrement un avantage. Là, on n'est pas tout à fait là, mais on y pense. La question, Steve, sprint ou gros bloc? J'ai vraiment tournant au sprint. Là, c'est clair. Ton deuil est fait. Ouais. Et si ça revenait, sprint. Ouais, j'ai vraiment fait mon tournant parce que c'est sûr que ça fait longtemps que j'ai pas conduit de modifié, mais le trip de conduire les sprints, je l'ai dit plusieurs fois, je capote pas sur l'idée de faire du voyagement pour courser, pour suivre ma série, mais le thrill comme pilote, le rapport de ce que ça me coûte en temps, en argent pour aller aux courses, puis le fun que j'ai, il n'y a rien qui va battre les sprints. Ça nous amène à parler de la nouvelle série Chaos. Je pense que tu es impliqué, donc de dire que tu ne vois pas ça d'un bon oeil, ce serait un peu, ça serait un peu mal vu, donc on n'ira pas de ce côté-là. Mais cette fois-ci, est-ce que tu penses qu'on a trouvé une formule qui va fonctionner puis qui va être viable pour vous autres au Québec, dans l'Est? Est-ce qu'on a trouvé vraiment quelque chose qui va marcher? Je pense que l'idée, jusqu'à présent, est super bonne. Puis, dans le passé, j'avais des petites réticences avec d'autres idées qui s'étaient développées, mais là, Jake fait vraiment un bon travail. Il met beaucoup d'énergie là-dedans. C'est pas facile, c'est du temps pas rémunéré. Mais jusqu'à date, toutes les idées sont vraiment parfaites pour les conditions économiques et puis les conditions géographiques qu'on a. Tu disais qu'il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui est le plus gros changement d'orientation entre le passé? Parce qu'on ne faut pas se cacher qu'il y en a eu plusieurs, là, des projets là, qui ont levé de toutes parts. Là. On a vu plusieurs idées, mais cette fois-ci, quelles sont les conditions gagnantes que tu penses qui s'est mis en place pour arriver à bien développer ce produit-là? C'est de travailler en accord avec les ISS, les Empire Super Sprint, puis les Patriotes. Avant ça, il y avait une idée de vouloir rentrer dans le marché puis de faire sa place, mais je pense que c'est pas possible. C'est trop surtout les ISS sont établis vraiment depuis longtemps, ils sont trop solides. Fait qu'il faut travailler avec eux autres. Fait que si, un peu en parallèle, on peut se développer un petit challenge puis une série québécoise, ça va être bien. Mais prendre la place des ISS, je pense que c'est pas possible. La vingtaine de voitures promis, tu y crois-tu? Oui. C'est réalisable? De ce que j'ai, puis je pense que ça pourrait aller plus que ça si tout tourne sur la belle température puis que tout va bien. Tu sais, je parle souvent avec Jake, il n'y a pas de cachette, il m'a consulté sur certaines choses, puis tous les contacts qu'il y a, les promesses qu'il y a, on est rendu qu'on a quand même plusieurs voitures québécoises. Je pense vraiment que ça sera pas dur de dépasser les 20. Puis, juste un petit instant, juste finir ça. J'aimerais ça qu'on parle, qu'on prenne... Non, mais j'ai vu... Vas-y, là, après ça, on ira aux autres. Lâche-toi là, c'est mon Bert, là. J'aimerais ça qu'on parle un peu de l'entente avec Martin Roy. Martin Roy a acheté un châssis, mais je pense que vous avez une entente que tu fournis la mécanique et la préparation de voiture. Comment ça va fonctionner au juste? En réalité, Martin, il avait déjà
conduit mon auto à Granby il y a 2-3 ans. Il avait aimé ça, mais je n'avais pas entendu parler. Il a conduit à Brockville l'automne passé, puis il a vraiment aimé ça. Il est arrivé avec sa gang. Il était motivé, il voulait apprendre comment ça fonctionne. Il a fait parler de lui. Il a aimé l'ambiance de notre petite famille de sprint, un peu différente. Fait qu'il a trippé un peu sur le projet. Il est rendu un peu professionnel. Ouais. Il fait juste des courses. Il cherchait un peu une diversion à son programme. Parce que c'est important pour lui de se faire voir. Ça devient c'est ça. Un enjeu marketing pour lui. Une machine de marketing, c'est ça. Puis Martin, il est super bon là-dedans. Avec les commanditaires, tu sais, il l'a. Puis il a vu qu'il y avait une belle vitrine pour faire parler de lui en sprint. Puis il voit qu'il y a des gars de NASCAR qui viennent conduire en sprint pour ses réflexes, pour question de pilote qui pouvait en gagner. Puis il pouvait gagner sur son pilotage, puis il pourrait aimer ça. Qu'une valeur sûre pour lui, là, finalement. Ouais. Puis le deal est qu'en réalité, j'ai offert de genuine voiture, mais ce que j'avais était pas alloué, n'était pas nécessairement ce que je course. Parce que ce qu'il y a dans le garage, à un moment donné, c'est pas nécessairement là, ce qui est disponible. Ouais. Puis il a dit, qu'est-ce que tu penses? C'est sûr que j'ai dit, je peux pas aller te dire que, tu sais, je course avec des voitures Eagle, je peux pas aller te dire les voitures GNG sont meilleures, les deux que j'ai atlouées sont meilleures, je les laisse là puis je les utilise pas. il y a quand même une raison, c'est assez évident. J'aurais l'air un peu bullshiteux. Fait qu'il a dit, Martin, il a dit, OK, je serais prêt à faire le deal, tu sais, on s'était entendu sur un montant d'argent, je voudrais faire 10-12 courses. J'ai pas eu sa cédule encore, mais c'est quelque chose comme ça. On s'enligne pour un programme de 10 courses, un peu comme toi, ton programme 410, lui, son programme 360. C'est ça. Même, on sait pas trop. Je pense qu'il veut essayer de trouver toutes les opportunités qu'il peut pour venir en c'est aussi important que ça. Là. Le plus souvent possible, on pourrait le voir. T'sais, on va en Pennsylvanie dans 2 semaines. Il m'a demandé si l'auto serait prête pour y aller. J'ai pas eu la confirmation qu'il viendrait, mais l'auto n'est pas tout à fait prête. Ouais. Okay. Puis c'est pour ça que Martin, il m'a dit qu'est-ce que tu penses de l'auto? Bien, j'ai dit, c'est bien évident que si tu conduis une auto identique à la mienne, tu t'assis là-dedans, tu copies mes ajustements, tu as des chances d'aller mieux. Tu n'as pas besoin de te casser la tête parce que les sprints, ça peut être tellement vaste. T'es assez. Tu gardes pas cette information-là pour toi, tu sembles vouloir la partager assez facilement. Est-ce que tu te gardes un petit edge dans ça ou tu te dis, non, regarde. J'ai jamais été cachetier, moi. Moi, je peux même te rappeler que tu as donné, il n'y a pas vraiment qui sait ça, mais un séminaire, il y a quelques années, puis il y a même des pilotes d'ISS, des Américains qui sont venus à ta séance de séminaire que tu as offert. Oui, j'ai jamais été cachetier, puis c'était vraiment ce que je roulais. On avait honnêtement rien gardé. Tu avais ouvert ton livre d'ajustement, puis tu avais donné cette information. Ouais. Mes livres de setup étaient là. Il reste que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner exactement pour Martin. Il faut que tu trouves ta petite zone de confort puis tes ajustements. Fait que j'ai aidé beaucoup de pilotes. J'étais allé en Floride, j'ai vendu un auto à Étienne Girard. Il y avait exactement ce que je roulais. Fait que j'ai dit, tu peux rouler avec ça, mais on te regarde aller. J'ai ça sur mon auto. Je suis pas sûr que c'est ça que ça te prend à soir. Tu pourrais aller d'une autre ligne. Fait que. C'est pas un gage de succès nécessairement d'avoir les ajustements. C'est la même chose avec Michael Parent. Pendant longtemps, Michael te suivait. Oui. Michael a roulé, tu sais, je l'ai aidé. À un moment donné, il a fait son chemin, mais il faut que tu fasses ton chemin à un moment donné. J'ai aidé Patrick Vigneault. Il a décidé, c'est sûrement mieux pour lui de faire son chemin puis de trouver ses ajustements parce que nous autres, on n'est pas tout le temps là. Quand on est dans le jus, on n'est pas tout le temps là pour pouvoir l'aider. Fait que si tu trouves. Tu as tes idées, mais il peut essayer aussi de nous battre puis de nous. C'est quand même intéressant de dire, écoute, j'ai aidé ces gens-là, puis regarde, ils sont rendus aujourd'hui. J'ai tout le temps pris ça pas comme une compétition à vouloir gagner à tout prix, mais comme une camaraderie un peu, puis une compétition que je voulais élever le niveau. Mettons. Je n'irai pas dire à Chuck Ebing exactement qu'est-ce que je marche, mais il était chez nous il y a une couple d'années, puis il avait un problème avec son injection, puis j'ai aidé à l'arranger. En sprint, vu qu'on ne se cogne pas trop, on dirait qu'il y a vraiment plus une camaraderie à s'aider. Fait que tout le monde va tout le temps essayer d'aider les autres. Ça m'amène à jaser de la famille. Il y a ton frère qui évolue maintenant dans le monde de la course automobile. Il y a le jeune Jordan qui lui, semble vraiment vouloir suivre le chemin de son oncle, là, finalement. Est-ce qu'un jour, ça peut être le genre de projet qui t'intéresse de faire grandir? Je dis Jordan, c'est sûr que la vie peut nous amener ailleurs, mais de prendre un jeune pilote puis de l'amener faire un bout de carrière, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait trotter dans ta tête? Oui, bien, c'est évident que ça fait 25 ans que je suis aux courses.
que je pourrais jamais délaisser ce milieu-là. Puis à un moment donné, on se fait pas de cachette que je sais pas, je vais courser encore jusqu'à 65 ans. Fait que c'est sûr que en voulant être dans le milieu, ça va sûrement arriver éventuellement. Il s'agit qu'à un moment donné, Ça se se place. glisse pour trouver la bonne personne. J'ai déjà pensé des fois à des personnes, mais ça s'est pas ouvert. Faudrait que je fasse ça en m'amusant, mettons. OK. Ça va prendre le bon match entre Steve Poirier et celui qui sera sous lui. Tu parlais de l'âge qui s'en vient. T'es un gars qui joue beaucoup, qui joue l'hiver, qui joue l'été, qui s'est blessé. Est-ce que ça l'a joué sur ton mental? Par contre, les résultats disent le contraire. Là, mais comment tu as vécu cette blessure-là puis cette pause-là qui t'a été finalement imposée? Je pense que ça a été vraiment plate l'été passé parce que là, c'est là que tu te rends compte quand tu tombes en dehors du sport, comment tu es accroché puis comment que tu sais, toute l'énergie que je mettais, que ça a changé vraiment l'été passé. Explique ce qui s'est passé comme événement. En réalité, je fais l'hiver. Moi, ça me prend de quoi pour m'entretenir un peu. Puis il faut que je conduise de quoi l'hiver. Faut que j'aille une machine, puis il faut que je joue. Les sprints, c'est vraiment physique. Fait que j'avais trouvé, ça faisait 5 ans environ que je faisais du snowcross pour m'entraîner physiquement puis m'amuser en même temps. Ça a mal tourné un peu l'hiver passé parce que j'ai manqué un saut, je me suis cassé le genou. Je pensais pouvoir faire ma saison quand même, mais à un moment donné, ça a tourné il a fallu que j'aille une chirurgie. Fait qu'à partir du mois de juin, j'ai été opéré. J'ai pas pu recourser avant le mois d'août. Fait que ça a vraiment fait C'était la première année depuis 20 ans que j'étais obligé de laisser les courses puis pas faire mon championnat. Mais comment qu'un pilote comme toi, avec un événement semblable, peut sortir de là positivement? Moi, j'ai tout le temps été positif. Je me suis tout le temps dit que les choses n'arrivent pas pour rien ou ça a été plate pour la saison passée. Mais d'un autre côté, je sais que j'ai souvent gagné parce que j'avais tellement le goût de gagner que j'étais prêt à mettre tous les efforts. On l'a vu, tu es revenu fort. Tu es allé gagner ce week-end. Hein? Fait que le fait d'être en dehors des courses puis que ça m'ait manqué de gagner des courses puis de courser, ça a fait que quand je suis revenu, j'ai eu une motivation supplémentaire, mettons. Fait que là aussi, on est venu un peu avec la passion. C'est ça. Ça redonne un élan un peu. Parce qu'à un moment donné, ça s'essouffle un petit peu. Là. Les gars, gardez vos questions, préparez vos questions. Au retour de la pause, on continue à jaser avec Steve. On prépare nos 3 questions, nos feux de piste. On finit de jaser avec Steve, puis on continue le reste de l'émission. De retour à Chrono 360 avec notre invité Steve Poirier. Steve, nos panélistes ont préparé 3 questions. Comme c'est l'habitude à l'émission, une question verte, une question jaune et une question rouge. On comprend que la question rouge, c'est celle qui pourrait te mettre dans l'embarras. On te laisse le droit de ne pas répondre. À date, tout le monde répond. Martin, ta première question. Ma question verte, Steve, habituellement les pilotes ont leur numéro, souvent c'est pour diverses raisons. Pourquoi toi tu as choisi le numéro 28? Pour Davey Allison, quand j'étais en sportsman, puis quand je suis arrivé en sportsman, j'aurais coursé avec le numéro 34, il était déjà pris. Mon idole dans le temps, c'était Davey Allison, qui s'est tué tout de suite au début de la même saison que j'ai commencé à courser en sportsman. Monsieur le Fouineur, votre question verte? Ben, j'en ai plusieurs. Ça prend les lunettes, hein? Oui, absolument. C'est très important. Il faudrait écrire plus gros, peut-être. Plusieurs petites questions. Réponse rapide, Steve. Botte de cowboy de serpent. Chucky Bing. Oui, quand ça? Mon bon ami, c'est un cadeau. J'ai gagné le championnat qui commandite des Dash. Puis c'est un cadeau qu'il m'a donné, puis on se fait des blagues à chaque année parce que... Tu les portes-tu à la chambre à coucher? Pas mal juste au banquet. C'est spécial. Si Steve, je te dis, Poirier. Je dis Réal parce que c'est notre ténor, c'est lui qui a le plus de motivation à chanter. Mon crew chief, il a de la misère un peu, il embarque pas dans nos chansons. Il n'y a pas grand monde qui le sait. Tu as un bijou dans ton garage, une Corvette jaune. Oui. C'est vrai? Tu n'en sors pas souvent. Non, c'est une 2006, je l'ai eu neuve, elle a 10 000 km. Si je te dis 59 victoires, est-ce que c'est un objectif, ça? Ah, oui. Oui. C'est pour ça que j'espère que la série ISS va tout le temps rester qu'elle va être accessible, parce que plus qu'on s'en va au sud, ça peut devenir plus difficile à un moment donné. Mais tranquillement, on s'en va vers là. Ça prend plusieurs années encore, là, mais ça serait intéressant à notre palmarès. Fireball, ça vient de où, ça? Ça, c'est mon lettreur, il y a longtemps, a modifié que, sans mon accord, il a décidé de faire un chandail puis marqué. Il avait trouvé des petites balles. Quand
quand l'Internet a commencé, ou plutôt le graphisme, il avait trouvé des petites boules de feu, il trouvait ça cute. Il a dit, tiens, je te fais un chandail avec des boules de feu, puis je t'appelle Fireball. J'aimais pas ça. C'est peut-être un peu pour ça, au début, je me suis habitué, puis là, j'ai dit, on n'a pas le choix, ton chandail est tout fait, on va le laisser comme ça, puis je me suis habitué à ça. 25e anniversaire de course? Oui, cette année, fait que je suis bien fier de ça. Je vais arriver avec une nouvelle auto avec des couleurs silver un petit peu. pour Nouvelle couleur. Oui, des nouvelles couleurs plutôt avec du silver sur mon auto. Je termine à East Bay, février 2013. Oh, c'est un beau succès qu'on a eu là parce qu'on est arrivé là, on est allé à East Bay, j'étais allé 2 fois auparavant sans trop de succès. La compétition est pas mal forte là-bas. Puis on allait là en vacances, tester une nouvelle auto, puis s'amuser un peu. Puis on ramassait une victoire contre des gars qui gagnent leur vie dans les courses. Pas mal de Pour plaisir. rappeler à nos auditeurs que East Bay, c'est l'événement qui se tenait il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, en sprint du côté de l'État de la Floride. C'est ça. C'est une classique annuelle. Ils appellent ça le Winter National. Ça culmine avec 10 000 de bourses à gagner. Fait que il y avait des gars d'Atlas, les gars d'All-Star, les gars de 360 qui étaient là. Wow. Fait que déjà, ça a été le fun parce qu'au petit party à la fin des courses, ils voulaient tous parler à mon coach. Hey, c'est quoi vous faites? C'est qui Steve Poirier? Tout le monde, les gars de la Floride ne me connaissaient pas. Puis ils disaient, d'où ce qui arrive? Comment ça, vous venez gagner une course chez nous? C'était drôle. Steve, ta question verte. Tu es une fille, je crois. Ben oui. Es-tu attiré par suivre les traces de son père ou c'est vraiment une petite fille, elle aime pas les courses? C'est une vraie petite fille. Genre, on la gasse souvent. Je veux qu'elle écoute des courses avec moi. Elle est pas vraiment... Elle aime pas ça. Puis c'est de valeur parce qu'elle est super habile. J'ai fait conduire ma motoneige. Moi, j'ai un RZR, un 4 roues à 2 places. Elle fait des sauts avec ça. Elle a pas peur. Elle est habile. Mais quand elle est chez nous, C'est pas pour elle. elle va jouer, elle va faire des dessins. Elle va aimer mieux ça. On le sait pas. Elle va te pousser dans le pit, elle va pousser ton sprint sur le 4 roues. Même pas. Elle vient aux courses, elle va rester dans le bagot puis elle va faire du dessin. C'est sa mère l'attire par le chandail. Elle dit, hey, c'est la course à ton père, tu devrais venir regarder, mais pas. Bon, c'est correct. Elle n'a pas Est-ce jusqu'à qu'elle date. performe dans un sport? Est-ce qu'elle... Elle fait un petit peu de dessin, de la natation, de l'équitation. Là, c'est l'équitation qui est son. Qui sont dada à elle? Ouais. Bon. Question jaune pour M. Bélanger. Oui, question jaune. Évidemment, avec la série ISS, vous voyagez beaucoup. Il y a quand même de la camaraderie, mais ça arrive aussi des fois qu'il y a des accrochages ou un petit peu peut-être de la jalousie vu ton succès en ISS, en certains pilotes ou... Beaucoup moins que ce que j'ai vécu avant d'être modifié. Ça reste un sport de compétition. Il reste quand on gagne 2-3 courses de fil, il y en a qui n'aiment pas ça des fois. J'ai même vu Chucky Bing, qui est un bon copain. La dernière course, j'ai gagné à Granby. Ça a frotté un petit peu sur le dernier départ. Je l'ai dépassé dans un. Il était pas content. Il m'avait dit, je vais m'en souvenir. Ça s'est replacé 2 semaines après. Mais il reste que tout le monde est passionné. Tout le monde, il y a beaucoup de... C'est pas d'animosité, mais il y a quand même un petit peu des fois des frictions quand même. Ta question jaune, Steve. Écoute, Steve, on te connaît, tu es un gars extrême. Tu as fait des sports d'extrême. Tu te blesses souvent, le sport extrême. Est-ce que tu as mis une croix à ça? Oui, pour cette année en tout cas. Fait que j'ai arrêté le snowcross, j'ai gardé ma machine. Il fallait que je me trouve d'autres choses. Fait que j'ai commencé à jumper avec un RZR, un side-by-side que j'ai un peu. Mais là, il y a une cage là-dessus. Fait que c'est plus sécuritaire. C'est pas aussi trippant. Fait que là, je sais pas si je vais réussir à me rester éloigné du snowcross pour les prochaines années. C'est sûr que si j'en fais, je ferai plus ce que je faisais parce que j'essayais peut-être un petit peu trop de dépasser mes limites, mettons. Question jaune. Comme sensation, tes victoires au Canadien national, ça a-tu atteint la même sensation que ta victoire en gros bloc ou en gros bloc, c'est vraiment le summum? Je mettrais vraiment ça sur un pied d'égalité. Okay. Pour Hush Weekend, les Canadiens Nationals, c'est vraiment dans le nord-est. Je me fais parler de ça. Partout où est-ce que je vais, en Floride, je me suis fait parler de ça. C'est une course vraiment importante. C'est un niveau, à peu près le même niveau professionnel. Il y a 80 pilotes qui viennent au Canadian National. Je pourrais pas, quand on me demande de départager, tu peux pas comparer. C'est plus franc à ma mémoire, c'est sûr, les sprints. Ça a été vraiment, ça m'a mis sur la map, la course à Drummondville. Mais pour moi, j'ai aimé égal. Okay. Maintenant, on va aller dans le plus corsé un peu. Martin t'a préparé une question rouge. La série Chaos, si jamais ça devient une série à succès, qu'on pourrait voir une série vraiment se développer au Québec, tout ça,
On l'a vu dans le passé, tu as dominé dans les gros blocs. Tu vois-tu ça comme un désavantage? Venir courir à toutes les semaines au Québec, verrais-tu vraiment ça comme un point négatif, qu'il y aurait plusieurs pilotes qui seraient déçus de te voir à toutes les semaines au Québec? C'est probablement pas, c'est ça, super à long terme positif, mettons. Puis j'ai pas comme objectif aussi de devenir un champion chaos, tu sais, courser contre les Québécois, contre ce niveau-là. C'est pas mon objectif. Je veux vraiment aider la série tant que je peux. J'ai intérêt à ce qu'elle aille bien, mais mon but d'essayer de courser puis de dominer, j'aimerais mieux des fois me retirer un peu, amener des autos, parce que j'ai plusieurs autos, peut-être faire essayer ça à des pilotes que d'avoir comme objectif de gagner toutes les courses qui seraient probablement pas bons pour la série, mettons. Steve, ta question rouge. Oui, le fouineur. Écoute, Steve, on me dit que certains amateurs me disaient qu'à l'époque, tu coursais gros bloc. Tu gagnais parce que tu savais comment utiliser l'antidérapage. Ça a été souvent... ça, je pense, c'est parti d'un peu une affaire de un peu de Yann Bussière qui avait vu une espèce de module que j'utilisais, qu'il avait vu sur une de mes autos chez Martin Roy. En tout cas, j'ai l'impression que ça a parti un peu de là, puis qui était pour contrôler pour faire charger les batteries. L'anti. Je me suis fait vérifier autant comme autant en sprint. Dans ce temps-là, c'était un peu les débuts de tout ça, puis je pense que ça va jamais été vraiment contrôlé. Je peux dire honnêtement que j'ai jamais dominé à cause de ça. Est-ce que tu crois que ça existe? Oui, ça existe. Bien honnêtement, j'ai essayé une version, puis ça marchait pas. Okay. J'ai pas coursé avec ça, mais j'ai fait des tests avec peut-être un ancêtre. C'est peut-être de là aussi que ça a parti. T'es allé voir. J'ai fait mes devoirs là-dessus. Voir ça, c'est ça. Tu dois le faire. S'il y a quelqu'un qui en parle à un moment donné, tu peux pas te permettre de pas au moins... Dans ce temps-là, même quand j'ai essayé ça, je sais même pas si le monde savait que ça existait. Ça a été mis de côté tout de suite. Fait que j'ai jamais aimé ça qu'on dise ça par après, ou même quand j'ai gagné la course que j'ai gagnée gros bloc, c'est sorti des fois que, en tout cas, j'ai jamais été pogné là-dessus, puis je l'utilisais pas. Excellent. Question rouge. Avec le calendrier qui offre les ISS, penses-tu que c'est vraiment la fin pour les équipes du Québec pour suivre les Empire's First Spin, qui s'éloignent de plus en plus? Là? Ça va être de plus en plus dur. En tout cas, pour ma part, c'est sûr, j'ai une motivation parce que l'année passée, j'ai coursé moins. Je suis prêt à faire plus de millage. Je ne sais pas si je vais être prêt à faire ça année après année. Là, on s'en va plus vers la Pennsylvanie. Ça va devenir plus dur. Là. C'est vraiment un groupe que j'aime, l'ambiance, la manière que c'est géré. C'est parfait pour mes valeurs, mettons. Sauf quand j'ai commencé à courser ISS, on faisait 14-15 courses au Québec et en Ontario, mais là, on est rendu qu'on a 2-3. Ça, c'est un point négatif pour moi. Merci Steve, merci messieurs. On vous retrouve tout juste après la pause pour nos 2 drapeaux avant de terminer l'émission avec Steve Poirier. De retour à Chrono 360 avec notre invité Steve Poirier. Il nous reste un dernier tour de piste. Les panélistes et Steve Poirier ont préparé chacun un drapeau noir et un drapeau quadrillé. Je commence avec Martin Bélanger, ton drapeau noir. Mon drapeau noir cette saison, je dirais que c'est le mauvais début de saison de plusieurs vétérans dans les grosses séries. On parle de Steve Kinzer qui n'est pas très impressionnant cette saison. Puis en late modèle, on a eu la chance de les voir, moi et Steve, avec les World of Outlaws, Job Frank puis Clint Smith. On a dû prendre à tous les soirs qu'on était là-bas, on a dû prendre une des positions provisoires vu qu'il y avait... Guarantee Starter, c'est ça, des Guarantee Starter. Vu qu'ils participent avec les World of Outlaws, ils n'ont pas réussi à se qualifier avec la série. Donc, pour moi, mon drapeau noir, c'est le mauvais début de saison. Plusieurs gros noms sont un peu en retard. Maintenant, ton drapeau quadrillé. Mon drapeau quadrillé, je reviens sur la performance de Martin Pelletier puis Mathieu Desjardins l'an passant en Sportman. J'espère qu'avec leur bon succès, que ça devrait ouvrir la voie cette saison pour peut-être d'autres pilotes qui vont tenter leur chance avec les différentes séries qu'on va avoir. Les séries qui vont voyager, les succès de ces gars-là, on espère que ça va emmener d'autres gens derrière ces deux pilotes-là. Monsieur Fouineur, drapeau noir. Oui, moi, ça va à la piste, les propriétaires de pistes de Mohawk International Raceway. Je dirais qu'en fait, c'est décevant. Je m'attendais pour des gens qui ont parti là 2-3 ans cette piste-là, qui sont portés acquéreurs de cette piste-là. J'aurais attendu à plus que ça au niveau de nouveautés. Ne serait-ce que la fin de saison, bien sûr, avec certaines séries là.
Mais encore là, à part des ISS, puis que je pense que Steve a tout gagné là-bas, je pense que c'est le record à plusieurs victoires à Mohawk. Donc, c'est à peu près ça qu'on peut s'attendre comme... On semble être en train de s'endormir du côté de la promotion au Mohawk. Ton drapeau quadrille. À mon ami Steve ici, je pense qu'après avoir eu une blessure de cette augure-là, puis de revenir aussi fort, d'avoir été, je pense, canadienne nationale, de remporter, le seul pilote à remporter 3 victoires, je pense que c'est un phénomène. Et en plus d'aller cet hiver, comme on vient de mentionner, à East Bay, de remporter contre la crème qu'il y avait là-bas, je pense que c'est tout à ton honneur, Steve. Ça augure bien pour le début de saison. Ton drapeau noir, maintenant. Le drapeau noir, c'est la série ISS. Après avoir vu les Québécois fournir énormément de produits et fournir de pistes pour leur série, délaisse carrément les Québécois en venant 2 fois seulement au Québec, puis en s'éloignant par la Pennsylvanie, ce qui va rendre la tâche extrêmement dure aux pilotes québécois. D'accord avec ça? Oui, puis ça risquait d'être un peu la ligne aussi que j'avais. C'est un petit peu décevant pour nous. Je dirais que les autres, ils se laissent juste un peu guider par le marché, les offres, l'offre, la demande, puis où est-ce qu'ils ont les meilleures opportunités, mais on voit que c'est pas leur priorité, le Québec. Là. Ton drapeau quadrille maintenant. Je vais aller à Jake Langlois, qui, avec sa nouvelle série, a l'air, même si on est l'hiver, toutes les séries sont en santé l'hiver, semble être sur papier. Semble être sur de bonnes bases. On est allé s'entourer de bons commanditaires. Je pense vraiment, je crois au succès à court terme, je crois au succès de la série. Il semble y avoir beaucoup de monde qui vont mettre l'épaule à la roue pour faire ça. Tu dois être aussi d'accord avec ça. Évidemment. Ton drapeau noir, elle est dans le même sens que celui de Steve. Oui, c'est ça. Je ne serais pas très original, mais il reste que pour nous au Québec, le challenge de faire la série ISS, eux autres s'éloignent un petit peu de notre marché, ça devient plus dur. Fait que sans avoir une crotte contre eux autres, il reste que la ligne qui suivent n'est pas avantageuse. Au niveau financier, ça doit être important aussi. C'est sûr que moi, j'ai un gros camion à déplacer, fait que juste en fuel, en déplaçant, j'ai pas compté tous le kilométrage qu'on aurait à faire. C'est vraiment supplémentaire, là. On s'en va loin. Oui, surtout, ils ont fait un Speed Week cette année, ça veut dire que ça, c'est tel que tel. J'ai tout le temps pris ça comme les Empire Super Sprint. C'était des gars de fin de semaine, pas nécessairement qui gagnaient leur vie avec ça. Mais là, on a une semaine de temps qu'on course à Fulton, Brewerton, Can-Am. Ça, c'est pas facile pour tout le monde. Puis ils nous ont mis une course à I-88 un mardi au mois de septembre, je pense. Ça, pour moi, le lâcher, perdre quasiment 2 jours d'ouvrage pour aller faire une course. Des fois, si pour les points, tu y vas, même s'ils annoncent de l'appui, ça, c'est négatif. Très ordinaire. Et maintenant, ton drapeau quadrillé pour finir. Pas encore très original, mais je vais aller rejoindre mon ami Burt parce que il faut que je lève mon chapeau à Jake. Mon chapeau à Jake qui travaille fort pour la série, même si pour moi, c'est pas l'idée d'un nouveau défi de courser pour cette série-là, mais de créer un engouement, un vent de fraîcheur, peut-être attirer des nouveaux pilotes vers le sport que j'aime. Moi, je suis passionné de ça. Puis de voir qu'on en parle en bien, puis d'attirer des nouvelles personnes dans les sprints, je trouve ça intéressant. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup de t'être joint à nous pour cette émission-là. Steve, je te remercie. Steve, je te remercie. Ça fait bien des Steve. Martin Bélanger également, merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette autre émission de 360 Chrono. Donc, j'espère que vous avez encore une fois apprécié cet épisode de Chrono 360 et on espère vous revoir à la prochaine émission. Des surprises qui vous attendent.